To the cloud. Et voilà. Bienvenue à tout le monde à notre premier panel Lundi Innovation. C'est un panel présenté par Bonjour Startup Montréal. Moi, je m'appelle Tereska Gessing, je suis gestionnaire de programme chez Osmo Innovation qui travaille avec Bonjour Startup pour ce plateforme. Nous travaillons des initiatives d'innovation ouverte, donc de maillage de grosses compagnies, de corporations avec les startups de notre écosystème montréalais et québécois. Et pour aider ce maillage-là, on a lancé une plateforme d'innovation ouverte qui s'appelle InnoStartup, que vous pouvez trouver sur innostartup.ca. Et ceci est pour afficher les défis que les grosses corporations ou bien les institutions ou les GRAP peuvent avoir. Nous travaillons sur 8 secteurs et ce premier panel d'innovation, Lundi Innovation, touche le secteur d'agriculture et alimentation. Et nous cherchons aujourd'hui à cerner des défis que le secteur a pour pouvoir trouver des enjeux clés et défis que les startups de notre écosystème peuvent répondre, de faire des maillages pour le bénéfice de tous, des éléments gagnants-gagnants, offrir des opportunités d'affaires aux startups de notre écosystème, mais aussi de résoudre des problèmes clients. Et on sait tous avec la COVID que les problèmes ont venu vite, ils étaient imprévisibles. Donc, on a tous besoin de faire des pivots, de changer et de trouver des nouvelles façons de faire. Donc, qui mieux que ces entrepreneurs innovants-là pour aider les différents secteurs de notre économie à faire ces changements-là. Donc, j'aimerais inviter ou accueillir chaleureusement nos panélistes aujourd'hui. Il y a Dominique Lynch-Gauthier, cofondatrice de Blanc de Gris, Amidou Maïga, fondateur d'Amidou Horticulture. Il y a Laurence Fauteux, directrice de Grande Potager, Claudia Atomé, experte en agriculture urbaine, Marianne Viau, qui est la gérante d'agriculture urbaine chez Centre Paul Roulant et aussi présidente de regroupement Réseau Cultiver Montréal, et Marie-André Mauger, conseillère de l'arrondissement de Verdun, et elle siège sur le conseil exécutif du système alimentaire montréalais. Je vais commencer notre première question. J'aimerais faire un bref tour de table pour vous entendre. Comment ça va? Comment est-ce que la crise a affecté votre quotidien, vos entreprises, vos fonctionnements? Et j'aimerais vraiment vous entendre sur 3 grands défis vécus par chacun de vous à mettre en place un système de distribution et de mise en marché pour les produits issus de l'agriculture urbaine. Parce que ça, c'est la question qu'on aimerait répondre aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Marianne. Puis, vous mettre... Oui, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Alors, comme Tereska l'a bien nommé, j'ai 2 chapeaux en ce moment. Donc, programme d'agriculture urbaine de Centre Paul Roulant, ici présent, et présidente de Cultiver Montréal, qui est le réseau des agricultures montréalaises. Donc, comment ça va dans ces 2 organismes-là? Beaucoup mieux qu'il y a 2 mois, je dirais. Ça, c'est la première réponse facile. C'était quoi les grands défis pour le roulant? C'était carrément des défis de redéfinir les objectifs du programme d'agriculture urbaine. Parce qu'à la base, nous, Centre Paul Roulant, on est une popote roulante intergénérationnelle qui livre justement aux personnes âgées qui sont encore aujourd'hui les personnes les plus vulnérables face au COVID. Donc, les premiers mois, en fait, tous les autres programmes ont été mis sur pause. J'étais en première ligne à la popote roulante comme tout le monde. Et c'est seulement fin avril qu'on s'est remis en mode « OK, maintenant, on a des plantes à planter, qu'est-ce qu'on fait avec elles? » Parce que pour réduire les risques, on a décidé que tout ce qui était aliments crus pour la popote roulante était maintenant évité
Et c'était la spécialité du toit vert, donc tout ce qui était verdure, fines herbes. Et j'avais plus de 500 semis-laitues qui attendaient d'être plantées, donc il fallait quand même que je leur trouve une destinée. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi à quel point il y avait un besoin criant dans tout Montréal, mais là, on voulait se consacrer sur notre propre quartier qui est le plateau en termes de panier d'aide alimentaire. Et que nous, c'était pas ça notre spécialité, qu'on n'avait pas les ressources pour le faire. Donc, il fallait trouver comment on allait redistribuer ces nourritures-là, puis qui sont les personnes dans le besoin de ce côté-là. Fait que ça, c'était ça nos gros défis au roulant. Puis pour ce qui est de Cultiver Montréal, c'était le mois de mai, c'est absolument le mois du Festival Cultiver Montréal où on fait des foires de quartier, des gros rassemblements, des ventes de semis partout, des ateliers interactifs. Bref, tout ça n'était plus possible. Donc, il y a eu carrément une crise existentielle. Est-ce qu'on essaie de faire ça autrement? Donc, en rencontrant les membres de Cultiver Montréal, on s'est rendu compte que oui, que les besoins étaient là plus que jamais, que les citoyens voulaient jardiner comme on ne l'avait jamais vu avant, puis cherchaient des semis partout, cherchaient le matériel agricole. Donc, on a décidé de reconvertir le festival en ligne et d'essayer de distribuer les semis autrement. Merci, Marianne. Et Amidou, comment est-ce que vous avez senti ça? C'est quoi les défis que vous ressortez de cette crise? Bonjour. Écoutez, je vais répondre par la première question. Comment ça va? Je pense que je suis d'accord avec Anne-Marie, avec Marianne, pardon. Ça va mieux. Ça va mieux parce que ça commence vendredi 13 au mois de mars. Et puis, pour nous autres producteurs de légumes ethniques, c'est exactement le mois où on décide quelles sont les quantités, qu'est-ce qu'on va produire, où est-ce qu'on s'en va. Et d'habitude, quand on produit, on a traditionnellement une grosse production de transplants en début de saison qui sont vendus sur tous les événements du mois de mai, que ce soit au Grand Potager, que ce soit tous les événements cultivés à Montréal, que ce soit au Jardin botanique. Et puis, on a jour après jour les annonces qui nous disent là, c'est annulé, là, c'est annulé, là, c'est annulé. Fait que la première question, c'est est-ce qu'on continue à produire et pourquoi et pour qui? Nous, on a décidé à Amido Horticulture de continuer à produire d'abord parce qu'on était confinés et puis que d'aller à la serre pour planter nos légumes à tous les jours, c'était comme je porte souvent un chandail qui s'appelle planter un jardin, c'est quoi en demain? Ça n'a jamais été aussi vrai que cette année. Donc, on a décidé de produire la production, mais parallèlement, on a décidé plutôt que de se concentrer sur la production de semences et de transplants, de chercher des partenaires pour pouvoir mettre ces légumes-là en terre afin de faire l'expérience qu'on essaye depuis plusieurs années à petite échelle, de voir quelle est la possibilité pour un agriculteur urbain de produire des légumes plus rares en quantité suffisante dans des conditions de champ. Et puis donc, on a décidé d'aller vers cette direction-là. Donc, on a continué à vendre et puis à proposer nos transplants sur le site Internet. Et puis, donc, ça répond à un des 3 défis qu'on a eu, c'était, OK, comment est-ce qu'on fait pour atteindre les gens? On a rebricolé notre site Internet qui existait, mais clairement, c'était sur les marchés, c'était au contact des gens qu'on faisait le plus de ventes parce qu'on pouvait leur expliquer qu'est-ce qu'on avait. Le premier défi, c'était vraiment comment faire la transformation virtuelle pour des gens qui ne sont pas habitués à faire ça. Ensuite, une fois que les gens ont éventuellement commandé ces légumes, la question que tout le monde nous posait, c'était comme, ouais, mais vous êtes à Verdun, nous, on est Rive-Sud, comment est-ce qu'on fait pour avoir vos légumes? Fait que là, on n'avait pas à avoir les commandes. Comment est-ce qu'on faisait pour soit rejoindre les gens ou bien faciliter aux gens la possibilité de venir chercher ces légumes à la serre, sachant que avec toutes les conditions de fermeture et de distanciation, il fallait trouver une manière d'avoir des rendez-vous dans certaines dates ou dans certaines plages horaires. Fait que ça a été le deuxième défi. Après avoir trouvé le moyen qu'ils commandent, comment trouver le moyen de leur faire profiter ou de leur faire atteindre ces légumes-là. Puis, comme je disais au début, l'un des 3e plus gros défis, c'est quelle quantité de quoi on fait. D'habitude, quand dans le mois de mai, on rencontre les clients qui sont vraiment la source d'Amido Horticulture, nous, on vit de rien d'autre que les gens qui achètent nos produits. Fait qu'on sentait la tendance de l'année, puis on décidait qu'on plantait plus d'okra rouge, bien plus de moringa, bien plus de bissap, parce qu'on rencontrait des gens qui avaient des projets et puis qui nous disaient, nous, dans 1 mois, dans 2 mois, on va les acheter.
Fait que je pense qu'en gros, ça résume un peu les 3 défis auxquels nous, de manière immédiate, on a été confrontés. Je pense que c'est ça. Merci. Est-ce que tu peux juste, dans quelques secondes, nous présenter ton entreprise? Ah, c'est vrai. L'entreprise, c'est Amido Horticulture. Nous sommes producteurs de légumes ethniques et anciens. L'idée de l'entreprise au départ, moi j'ai immigré en 2008 et puis je n'arrivais pas à trouver des légumes africains pour pouvoir faire mes spécialités culinaires que j'avais l'habitude de faire pour mes enfants. Fait que je suis parti m'inscrire à l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire à Saint-Hyacinthe pendant 3 ans, information et technologie de la production horticole. Et puis depuis maintenant 3 ans, on produit, ça marche, on prouve que ça marche. On a plein de gens qui viennent avec nous et puis on est de plus en plus en train de former aussi on espère les agriculteurs des légumes ethniques de demain. Excellent, merci. Et Dominique, est-ce que vous pourrez nous présenter votre entreprise et vos grands défis cette année? Oui, bonjour. Donc, je suis de l'entreprise Blanc de Gris, cofondatrice de l'entreprise Blanc de Gris à Montréal. On produit des pleurotes frais à partir de drèches de brasserie. Au début, on utilisait aussi le marc de café, mais là, on a eu bien des défis avec ça. Donc, on se concentre sur la drèche de brasserie et tout va très bien avec la drèche maintenant. Donc, c'est ça, on produit des pleurotes frais. Nous, avant la mi-mars, on vendait dans les restaurants à 95%, je dirais, même plus. Donc, ça a été un gros choc pour nous quand est arrivé soudainement la fermeture de tous les restaurants. On ne l'a pas vu venir, puis on ne pensait pas qu'on était vulnérable à ce point, mais on ne s'imaginait pas, en fait, que ça pouvait arriver, que tous les restaurants ferment en même temps. Bref, il a fallu se revirer rapidement pour trouver d'autres clients, pour réorienter nos ventes. On ne s'est pas trop posé la question si on allait continuer à produire ou pas, en tout cas pas très longtemps, puisque les gens continuent de manger en pandémie quand même. Donc, si les restaurants étaient fermés, ben les gens, c'est ça, continuent de manger quand même. Donc, il fallait juste trouver d'autres canaux pour les rejoindre, les mangeurs. Ce qu'on s'est attelé à faire depuis 3 mois maintenant. Et ça fonctionne. On réussit à vendre nos champignons. On a fait un formulaire, un Google Form pour prendre des commandes en ligne, puis organiser des livraisons à domicile. Donc, c'est beaucoup plus de travail, de gestion, d'autant plus que aussi avant la mi-mars, on sous-traitait nos livraisons à la ferme aux plantes qui font des micro-pousses. Puis lui aussi vendait dans les restaurants. Donc, on avait jumelé nos routes de livraison. Lui avait un petit véhicule, un petit fourgon frigorifique. Puis bon, on faisait toutes nos livraisons comme ça. Puis lui a arrêté complètement de produire. Bien, à la mi-mars, en fait, il a pris un temps d'arrêt parce qu'il est en train de déménager, puis en tout cas, il est tout en train de revoir tout son modèle d'affaires. Bref, il a arrêté aussi de livrer nos champignons. Donc, il a fallu qu'on trouve d'autres façons. Donc, pour le moment, depuis ce temps-là, on le fait avec nos voitures à nous, mais on vient d'acheter un petit fourgon frigorifique justement pour faire nos livraisons. Puis du coup, on commence aussi à distribuer un peu d'autres produits tant qu'à faire. On pense aussi, on va faire un partenariat avec des fleurs, là, Oursin Fleurs, qui est notre voisin, qui cherche quelqu'un pour livrer ses fleurs avec un fourgon frigorifique. Donc, il y aura moyen aussi de faire des maillages avec ça. Là. On va aussi organiser des marchés pop-up. Donc, avec le petit fourgon, se promener, aller dans divers secteurs de la ville pour vendre nos produits, mais aussi d'autres produits. Donc, c'est un peu comme Marianne et Amidou, ça va beaucoup mieux maintenant qu'il y a 3 mois. C'est sûr que ça a été un gros choc, mais des chocs comme ça, les situations comme ça stimule beaucoup la créativité. Puis je pense qu'on a tous fait preuve de créativité, de résilience, puis de solidarité. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui,
on est encore là, on est différentes d'il y a 3 mois, puis on évolue vraiment sur une autre trajectoire que ce qu'on aurait pu imaginer, mais on trouve des solutions, puis on les met en place petit à petit. Merci, Dominique. Et Marie-André, comment avez-vous vécu ça à la ville? Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous en cette fin d'après-midi. Je dirais que la pandémie, je l'ai vécue en arrondissement avec des réalités plus très terre à terre. Là, du jour au lendemain, tous les employés doivent rester à la maison. Fait que c'était même comme, bien, il faut quand même vider les poubelles. Donc, en arrondissement, c'était très pratico-pratique. Puis, on a beaucoup, en fait, la pandémie m'a fait réaliser pour moi la force des réseaux. On a vu que les milieux qui n'avaient pas déjà une appartenance à un réseau, qui n'étaient pas organisés en association, ces milieux-là ont eu tendance à se créer tout à coup des associations, des tables de discussion pour finalement se créer une voie politique, peut-être ce qu'il n'y avait pas avant. Des fois, quand on se lance en affaires, on a son petit projet, puis on fait sa petite affaire, puis on a moins le temps des partenariats, puis pas seulement en affaires, des fois aussi dans les organismes communautaires. Pas tous les organismes ont un réflexe de maillage, et là, on a vraiment vu la force des réseaux. Tous les organismes, entreprises qui étaient déjà connectés dans un réseau, ça a beaucoup aidé. Et je trouve qu'à Verdun, par exemple, avec la Société de développement commercial, on leur a donné un mandat de travailler à l'échelle du territoire à un moment donné pour créer, au départ, c'est un fichier Google pour juste indiquer quels sont les commerces essentiels qui sont ouverts et où, qui fait la livraison. Et on a eu en agriculture urbaine le défi des jardins communautaires où on a fait beaucoup de pression à relais pour s'assurer que les jardins allaient ouvrir et quelles seraient les mesures. Donc ça, c'est plus à un niveau citoyen, mais quand même très important parce que je pense que souvent les jardiniers communautaires ont aussi un intérêt pour les marchés publics, les marchés fermiers, un intérêt de savoir comment sont cultivées les autres denrées qu'ils achètent et tout ça. Donc, ça a un effet d'entraînement sur une certaine culture de l'alimentation, une sensibilité qui est très intéressante. Et comme membre du Conseil du système alimentaire montréalais aussi, très tôt, il y a eu une décision prise d'observer et de documenter l'impact sur le système alimentaire de la pandémie. Et moi, en tout cas, personnellement, mais je pense que c'est partagé par tout le monde, on était très heureux d'entendre des messages politiques forts du gouvernement du Québec, de parler d'autonomie alimentaire parce que le système alimentaire, pour qu'il prenne vie, ça prend une volonté politique forte, ça prend, je dirais même, des dispositions législatives au palier provincial pour, à un moment donné, dire ben, les hôpitaux, les écoles, les CPE, tous ces lieux-là, il faut qu'il y ait un certain niveau d'approvisionnement local pour que vraiment on ait un système alimentaire à l'échelle de la province qui soit viable et valorisé aussi. Donc, au Conseil du système alimentaire, c'est en ce moment même toute la documentation, l'impact sur l'approvisionnement, la consommation et la production. Aussi, on devait lancer, c'était au début mai au départ, le plan d'action intégré qui regroupe près de 100 actions autour de 5 grandes orientations stratégiques, dont une des orientations qui est l'accès au marché local pour les produits locaux. Et là, ça s'est reporté en juillet, un peu en mode virtuel et avec aussi un volet sur qu'est-ce que c'est la relance durable du système alimentaire dans le contexte de la COVID. Donc, pour vraiment faire vivre ce plan d'action-là avec le contexte actuel. Puis à la Ville de Montréal, on a vu la semaine dernière le plan de relance économique qui portait beaucoup sur des actions à court terme, certaines qui touchent le bioalimentaire, mais cet automne, il y aura comme une suite à ce plan de relance-là avec des actions plus structurantes et il y aura plus de mesures dans le bioalimentaire. Moi, ben, ceux qui me connaissent savent, j'ai mon bâton de pèlerin, comme je suis élue à Verdun depuis 2013 et au départ, j'ai été
porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture urbaine. Donc, c'est comme ça que j'ai développé mon intérêt pour cette matière-là, pour l'agriculture urbaine, parce que ma grande motivation politique, c'est d'allier la nature à la ville. Donc, j'espère augmenter toutes les possibilités de culture, que ce soit en pleine terre, sur les toits, en serre. Et là, je pense qu'il y a comme un alignement des astres pour tout ça. Fait que c'est très stimulant quand même, je trouve, le contexte actuel pour tout ce qui est système alimentaire. Oui, absolument. Et Laurence, comment ça va chez Grand Potager? Puis présenter un peu l'organisme et tes 3 défis. Oui, bien, en fait, je trouve qu'il y a plusieurs de nos défis qui ont été aussi vécus par d'autres personnes qui viennent de parler. Mais juste pour présenter Grand Potager, oui, nous, on est un OBNL qui est basé dans les serres municipales de Verdun. En fait, on est un collectif de PME, d'entreprises, d'organismes, de divers acteurs d'agriculture urbaine. Et puis, notre mandat, c'est un peu double. En fait, c'est de soutenir ces acteurs-là d'agriculture urbaine pour qu'eux puissent développer le projet, pour que vraiment l'agriculture urbaine puisse rayonner pour tous les Montréalais. Puis, c'est aussi, je pense, d'éduquer, de sensibiliser, de permettre à la communauté d'avoir accès à ces techniques-là, à ces pratiques-là, à ces connaissances-là. Donc, on travaille tant au niveau du développement de projet que de l'éducation par rapport à l'agriculture urbaine. Donc, c'est un peu pour résumer le projet, mais sinon, nos défis, je veux dire, Amidou, c'est un de nos membres, puis je pense que tu l'as vraiment bien dit, là, et d'autres personnes aussi, le nerf de la guerre, pour nous, ça a été la livraison beaucoup, parce que nous, en fait, on planifiait ouvrir un centre de jardinage, et donc, on est en train de regrouper justement les choses que les gens veulent pour pouvoir jardiner, pour pouvoir faire de l'agriculture urbaine. On aurait pu aussi, et on voulait développer justement c'est comme de rassembler toutes les ressources en agriculture urbaine, mais aussi les producteurs en agriculture urbaine. Le potentiel de ce centre de jardin-là était comme un peu vraiment ouverte. Et là, avec la COVID, en fait, on s'est rendu compte que tout se fermait parce que même si tous les produits avaient été à Grand Potager, comment on fait pour les sortir du site de Grand Potager? Donc, nous, c'est vraiment la livraison qu'on s'est rendu compte que c'était la chose peut-être qu'on n'avait pas planifiée, pas mis de l'avant. Et là, ça devenait nécessaire. Mais sinon, une autre de nos facettes, c'était vraiment un autre de nos défis, ça a été aussi que nous, notre gros, une autre partie de notre mandat, comme je disais, c'était vraiment l'éducation, la sensibilisation, donc beaucoup d'événements, que ce soit avec Cultiver Montréal, là, par rapport à Cultiver Verdun, nous, c'était vraiment un de nos gros événements annuels. Donc là, effectivement, repenser tout ça parce que je pense que le but du système alimentaire et de l'agriculture urbaine, c'est de changer les habitudes, changer les mentalités. Donc là, si les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir chez nous, si les producteurs, les acteurs de l'agriculture n'ont pas nécessairement les compétences pour se mettre de l'avant de manière virtuelle, donc c'était comme d'essayer de continuer cet aspect-là, éducatif, sensibilisation, échange de connaissances, partage, rencontre avec la communauté, comment on continue ça. Donc, nous, ça a été vraiment, c'est ça, nos 2 grands défis, mais c'était aussi gros que ça avait l'air de 3 grands défis. Exact. Merci. Et Claudia, vous pouvez vous présenter et nous parler de comment ça va. Merci, Tereska. Je suis contente de prendre des nouvelles de tout le monde aussi en même temps. Moi, je n'ai pas la chance d'être sur le terrain directement en agriculture urbaine depuis plus d'1 an, donc je n'ai pas vécu vraiment la crise. Et que je suis contente au moins de savoir comment ça se passe dans vos organismes à vous et prendre des nouvelles. Mais je suis là parce que Tereska m'a gentiment invitée parce que j'ai participé à plusieurs projets de recherche en agriculture urbaine depuis les dernières années, dont un projet de recherche sur l'accès aux espaces pour les fermes urbaines. Donc, j'espère pouvoir amener quelques éléments de cette recherche-là ou sinon, du moins, contribuer du mieux que je peux à la conversation, mais en n'étant pas actrice terrain vraiment, là, donc de façon complémentaire aux autres. Merci. C'est très bien. Donc, ce que j'entends vraiment de vos réponses, c'est que les grands enjeux sont tout alentour de accès aux clients et de comment
comment on fait pour que nos clients aient accès à nous et comment on fait pour aller rechercher le monde, que ce soit pour qu'ils puissent cultiver leurs propres aliments dans des jardins communautaires, que ce soit pour venir chercher nos produits, que quand il y a une disruption comme la COVID, mais on peut imaginer plein d'autres changements qu'on n'y s'attend pas, que vraiment l'accès au marché est quelque chose vécu, je pense, quand même par tout le monde. Et je sais, en agriculture urbaine, c'est quelque chose qu'on parle de l'accès au marché pour les petits producteurs, pour les services, pour les transformateurs depuis assez longtemps, même avant la crise. Et, je pense, pour pas mal de secteurs, la crise a servi à souligner des failles dans le système qui existent déjà. Donc, je suis contente pour cette opportunité d'essayer d'évaluer et voir comment on peut changer ça. Donc, j'aimerais vous demander comment la technologie ou l'innovation ou quels sont pour vos cas individuels, pour votre histoire vécue, comment l'innovation peut contribuer à relever ces défis spécifiques? Avez-vous pensé à ce qui pourrait vous aider dans votre quotidien? Je vois Marianne hocher la tête. Je vais commencer. Oui, ça va me faire plaisir. Ben oui, dans ce que j'entends beaucoup des derniers échanges, puis c'est partagé énormément au point de vue de Centre Paul Roulant, autant que Cultiver Montréal, c'est pour moi l'innovation sociale, ça commence par les partenariats, par les collaborations. Je pense que c'est cette solidarité qui a sauvé plusieurs d'entre nous durant la pandémie. Puis je trouve que c'est vraiment une façon d'être créatif en trouvant les opportunités que chacun peut apporter, puis recréer des systèmes, des réseaux. Puis, tu sais, quand je parlais des défis pour le Centre Paul Roulant tantôt, un des gros problématiques, c'est que l'agriculture urbaine roulant, habituellement, c'était beaucoup axé sur la connexion directe avec notre communauté, comment faire beaucoup d'éducation et donner des aliments à ceux qui viennent faire du bénévolat avec nous. Puis tout ça est tombé d'un coup. Donc, c'est comment rester connecté à notre communauté. Et là, la technologie nous a beaucoup aidés de ce côté-là. On a fait notre assemblée générale en ligne. On a eu 170 votes. Il y a des gens de l'Afrique du Sud et de l'Écosse qui sont nos donateurs depuis des années, qui ne pouvaient jamais participer depuis qu'ils ont quitté le pays, qui ont pu participer. Ça a été un moment magique de connecter par Internet avec ces membres-là. Donc, ça donne... puis je pense pas que le Roulant aurait fait une assemblée générale en ligne sans cette pandémie. Donc, ça nous oblige un peu à refaire confiance en la technologie. Même chose du côté de Cultiver Montréal, on a décidé de faire des mini-rendez-vous des agricultures montréalaises. Habituellement, c'est juste 2 fois par année. Mais là, dès le début de la pandémie, à chaque 2 semaines, nos membres étaient les bienvenus et on réseautait, on ventilait beaucoup les frustrations, les inquiétudes et on partageait les idées de l'un et l'autre. Ça a permis vraiment de créer des échanges puis des opportunités beaucoup entre chacun. Donc, justement, grâce à ça, le Roulant a créé un partenariat avec Semis Urbain parce que tous nos semis qu'habituellement on vend de la ferme, on n'avait aucun temps ni aucune énergie de les vendre autrement. Semis Urbain nous ont gentiment fait une place dans leur plateforme sur leur site Internet pour vendre nos semis et les livrer à domicile. Puis en plus, avec le financement de Cultiver Montréal, donc c'était vraiment un tout parfait. Aussi, ben là, je suis en train tranquillement de penser à la réouverture des jardins aux bénévoles, mais la technologie va nous aider encore. On va créer une vidéo qui explique tous les protocoles qu'on a dû mettre en place, puis chaque personne, au lieu de répéter sans arrêt et encore une fois, utiliser notre salive qui est dangereuse en ce moment, ben les gens vont pouvoir les regarder avec les vidéos et ainsi faciliter justement les procédures. Parce que reste qu'il y a aussi les bénévoles de la popote roulante, il faut qu'il n'y ait pas d'échange entre eux, etc. Fait que c'est des gros défis, puis la technologie nous aide à y répondre. Puis bon, avec Cultiver Montréal, en ce moment, on est en train de créer un site tout interactif aussi où il y a les ateliers qui ont été créés, qui sont tellement riches maintenant par nos membres, vont pouvoir être mis de l'avant là-dessus, que les citoyens et citoyennes vont pouvoir facilement trouver les produits qu'ils recherchent de manière tellement passionnée en ce moment, je trouve.
Et puis ça, c'est beaucoup avec l'aide, comme disait Marie-André, de la volonté politique de la ville, en fait, et du gouvernement provincial. Il y a eu un éveil qui est comme tellement merveilleux que ça se passe maintenant. Je pense que c'était nécessaire. Hein, c'est dans les crises que se crée ce type d'opportunité-là. Donc, grâce à la Ville de Montréal, le CESAM et le ministère de la Santé, que Cultiver Montréal a pu aussi redonner à tout le monde de ce côté-là. Oui, puis aussi, Marianne, est-ce qu'il y a quelque chose que vous parlez dans, tu sais, dans les rendez-vous avec tout le monde ou à l'interne de quelque chose que vous aimeriez avoir qui n'existe pas encore, qui est comme dans ces frustrations-là, est-ce qu'il y a une thématique qui ressort? Ben, c'est sûr que, tu sais, là, il y a un éveil pour la volonté politique, mais là, il faut que ça continue, bien entendu. Donc, ce n'est que le début. Je voulais plus en parler dans le point de vue systémique, mais je peux en parler. Ben non, on va regarder. Laurence, tu avais fait signe tantôt. Oui, bien, en fait, ça, c'est vrai, Marianne, tu as raison. Je pense que faut le voir comme ça. C'est vrai que la crise a vraiment permis d'utiliser les technologies pour rejoindre plus de monde. Je pense que nous aussi, mettons, à Cultiver Verdun, qui est notre foire de Cultiver Montréal, on a fait des ateliers en ligne. Bien, on avait fait des ateliers même avant le Cultiver Verdun, mais sinon, pour Cultiver Verdun, on a fait des capsules sur nos membres pour un peu faire connaître les acteurs de l'agriculture urbaine. Puis chaque capsule a eu des millions de visionnements, des milliers de visionnements. Mais tu sais, je trouve que c'est une portée qu'on n'avait jamais eue avec nos événements live. Donc, nos événements en personne au Cerf de Verdun. Donc, je pense que il y a moyen de diffuser l'information qu'on a, de faire visiter les serres peut-être de manière virtuelle, de montrer les espaces de production de manière virtuelle, de parler de tous ces sujets-là de manière virtuelle. C'est beaucoup plus accessible aux gens. Donc, au niveau des solutions technologiques, nous, on a fait affaire, je ne sais pas si je suis supposée d'en nommer, mettons, des startups, mais on a travaillé avec LiveScale. Puis ça, tu vois, c'est vraiment un outil qu'on avait, en tout cas, eux, ils nous ont vraiment beaucoup aider à utiliser et développer ces outils-là parce que c'est vrai que la technologie, c'est pas nécessairement facile. Puis pour rendre ça vraiment efficace, donc de faire une capsule, mais de ne pas avoir à refaire le même atelier à chaque mardi, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour connecter tout ça? Puis là, je pense à ça, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres outils technologiques qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, tu sais, une façon de créer des ateliers et de les remettre en ligne après ça facilement, je pense que nous, en tout cas, l'aide de LiveScale nous a été super crucial à un moment où on en avait extrêmement besoin. Puis sinon, l'autre projet, moi, que je voulais vraiment demander l'aide des startups, c'est un peu justement pour le système de livraison parce que je pense qu'en ce moment, la crise, on se rend compte que, OK, on ne peut pas juste aller vers les gens. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai peur des fois que cette crise-là mène à un recul des fois au niveau de la réduction du gaspillage, de la réduction. Comme là, tout le monde parle de livraison, mais est-ce que la solution, c'est vraiment que chaque entreprise s'achète un petit frigo frigorifique comme Dominique avec blanc de gris? Est-ce que là, on n'est pas en train de multiplier plein de déplacements? Est-ce qu'il y aurait comme une manière de mutualiser des frigos? Est-ce qu'il y aurait une manière... comme Marianne, je sais qu'on fait affaire un petit peu avec l'équipe des cyclistes. Est-ce qu'il y aurait une start-up qui voudrait faciliter le système de livraison? Comment rendre plus efficace le système? Est-ce qu'on se rend 2 fois dans le quartier on-cycle parce qu'on a 2 livraisons? Comment on ferait pour calculer ça? Je pense que ça serait vraiment une belle opportunité. Là, une livraison éco-responsable, écologique. Oui, on va en avoir de plus en plus besoin, mais il y a manière de le faire mieux que juste d'avoir des camions partout dans la ville. Donc, moi, c'est vraiment le projet que je voulais proposer là. Excellent, merci. Donc, Marie-André... Ça me fait penser au projet de livraison à vélo Colibri qui est à l'essai dans Ville-Marie. C'est vraiment un projet qui pourrait faire des émules un peu dans chaque arrondissement là, parce qu'effectivement, la livraison à vélo, moi aussi, c'est vraiment un élément qui est identifié, la mutualisation. Puis je trouve que ça ressortait bien dans les interventions de Amidou et Dominique, les 2 grands constats qu'on a faits parmi les petits joueurs en production alimentaire, c'est que
il y en a qui ont complètement perdu, le carnet de commandes s'est vidé là, quand on avait trouvé un marché auprès des restaurateurs ou certaines institutions, ben, là, il n'y avait plus rien du jour au lendemain. Puis sinon, on a observé comme un grand intérêt de la part des citoyens pour l'achat local qui voulaient commander en ligne. Mais c'est ça, donc tout le monde est sorti de sa zone de confort dans ce contexte-là inédit que même nos aînés n'avaient jamais vu. C'était juste comme la grippe espagnole, il n'y a plus personne qui s'en souvient. Puis à l'époque, ça s'est vécu différemment aussi. Et de se réinventer au travers de ça, avec l'aide de la technologie, qu'on avait tous une relation amour-haine, je pense, avec la technologie. J'imagine, surtout quand on est en production alimentaire, on veut des fois mettre de côté l'ordinateur. Puis là, on s'est rendu compte que dans ce contexte-ci, c'était vraiment un allié. Puis ça a entraîné justement à revoir les modèles d'affaires très, très vite et de voir vraiment les besoins de mutualisation pour certains éléments, de structurer et peut-être avec un tiers neutre aussi qui, des fois, il y a des maillages de proximité comme il y en a à Grand Potager au Cerf de Verdun ou comme Dominique mentionnait, des commerces voisins en agroalimentaire qui peuvent s'entraider. Mais des fois, ça pourrait être bien s'il existait une plateforme aussi un peu plus formelle où on peut carrément venir mettre les adresses où est-ce qu'on a besoin et les moments où on veut aller livrer, puis les volumes. Juste quelque chose de facilitant pour les entreprises de bioalimentaire parce qu'on sait que c'est vraiment beaucoup des petits joueurs. Donc, il faudrait que l'écosystème existe déjà un peu dans les moyens logistiques, en tout cas après la production jusqu'à l'assiette, qu'elle soit dans des maisons ou dans des institutions ou des restaurants. Puis peut-être ouvrir aussi au marché de la transformation pour peut-être donner une valeur ajoutée à certains produits, des fois qui ne vont pas aller sur les tablettes, mais qui pourraient avoir... dans la lutte au gaspillage alimentaire, je pense aussi que c'est des produits qui pourraient être à valeur ajoutée, mais qui restent à développer. Donc, je pense que c'est dans la chaîne logistique qu'il y a beaucoup d'espace pour l'innovation. Oui, c'est sûr que quand chaque petit producteur réplique la même chaîne de distribution ou le même effort, on peut voir beaucoup de gaspillage, non seulement dans le gaz et dans tout ça, mais aussi au côté effort et ressources de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu penses, Dominique, de tout ça? Il faut enlever ton mute. Ça arrive. Voilà. Ben moi, je hoche la tête comme ça depuis tantôt parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce qui se dit. Je pense qu'il y a le côté, oui, technologique d'être capable de prendre des commandes en ligne. Je pense que c'est rendu vraiment incontournable. Puis aussi, la technologie, je pense qu'elle peut venir rendre service parce que dans toute l'organisation de la logistique des livraisons, comme tu disais, Laurence, dans l'optique de rendre ça efficace, de se dire, ben OK, moi, mettons, j'ai un fourgon frigorifique, je peux transporter d'autres produits qui ont besoin de rester au froid parce que, quand il fait la canicule comme ça, les champignons, ils tiennent pas la route sans le frigo, là. Pour la livraison, on n'a comme pas le choix pour assurer la qualité du produit. Puis il y a d'autres produits comme ça, les verdures, les micro-pousses, les fleurs, il y en a plein qui sont fragiles à la chaleur. Puis c'est sûr que nous, on a pris la décision d'acheter le fourgon, mais dans l'idée qu'on pourrait vraiment réseauter avec, faire des partenariats avec d'autres organismes, d'autres entreprises d'agriculture urbaine pour faire de la distribution ou mettre vraiment nos routes en commun pour que ce soit plus efficace. Puis là, je vois la technologie, c'est ça, intervenir pour je ne sais pas comment là, encore, là, puis c'est pas du tout mon domaine, là, mais pour organiser la logistique, justement, des routes, de dire, OK, qui sait que cette semaine a des produits à livrer à Huntsic, à Verdun? Hein? Bon, est-ce qu'on peut, s'organiser de façon efficace pour que ça se passe avec un seul véhicule sur la route, par exemple. Donc, je pense qu'il y a ça. Puis, tout le côté de l'innovation,
pour la mise en réseau, la mise en partenariat. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup il y a beaucoup d'effervescence qui se passe en ce moment de ce côté-là. Puis je pense qu'il y a encore un grand, grand potentiel que ça se développe aussi pour trouver des solutions justement aux défis de la distribution et de l'accès au marché pour nos produits. Oui, absolument, excellent. Oui, j'aime beaucoup l'idée de mise en réseau aussi. Tu sais, il y a beaucoup de projets et de collaborations qu'on ne peut pas imaginer, mais quand on commence à partager comme ça, il y a des synergies qui ébouillonnent partout. Amidou, est-ce que tu as quelque chose à mettre là-dessus? Ben oui. Ben, je pense que je suis d'accord d'abord sur 2 points. Le premier point, c'est solidarité. Ouais, cette année, on sait pourquoi, en tout cas, à Midi Horticulture, on sait pourquoi on est content d'être au Grand Potager. Parce que quand tout va bien, c'est super de tout le monde faire la fête ensemble. Mais quand ça va mal, de pouvoir avoir des gens qui soit vivent la même situation, soit on peut échanger et puis voir ensemble comment trouver une solution pour l'un, une solution pour l'autre. Ça a été vraiment très aidant pour nous cette année. La deuxième des choses, c'est que oui, on s'est rendu compte que le virtuel n'est pas forcément l'ennemi du réel. On est forcément conscient que tout cet engouement dans le virtuel, parce qu'en fait, les gens étaient pognés chez eux à être obligés d'aller vers le virtuel, il va en rester quelque chose. Ça ne va pas être exactement la même chose cette année, les années suivantes, on espère. Mais il y a beaucoup de gens qui clairement se sont rendus compte que le virtuel n'était pas l'ennemi de ceux qui veulent faire tout le temps. Et je pense que au niveau de plus de communication, parce que même si les marchés, même si les ventes de produits commencent à partir du mois d'avril, mai, il y a tout le processus de production. En Midi Horticulture, on a quand même tendance depuis le mois de janvier, février à mettre des vidéos, des photos pour que les gens sachent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et je pense que de pouvoir, justement avec des capsules, avec des vidéos, avec un peu ce que Laurent disait tantôt, permettre aux gens de faire partie plus longtemps que juste de mai à juin de la réalité de l'agriculture urbaine. Je pense qu'on a vraiment senti que les gens avaient du besoin et puis de l'appréciation par rapport à ça. Ensuite, évidemment, la mutualisation dont tout le monde parle. Moi, les exemples qui sont évidents pour moi, ça a pris 2-3 jours là, pour que semi-urbain me voit et puis me dise, regarde, tu as des semences, on a un site Internet, on a une plateforme, envoie tes semences, on les met là-dessus, pour que la coopérative solidaire cause qui est dans la même serre que nous nous dise, ben, nous, on a un marché virtuel, qu'est-ce que tu as comme produit, envoie-nous des photos, fais-nous une page Excel. Rapidement, on s'est repositionné et puis les personnes qui avaient le plus de possibilités ou d'accès ou d'énergie à aller vers la mise en place de cette chose virtuelle-là ont aidé ceux qui étaient soit un peu plus à la traîne ou qui étaient tellement occupés dans tellement d'autres affaires de production que normalement, la partie virtuelle, ça se prépare en décembre, janvier, et puis là, tu te retrouves en mars à tout réorganiser, puis à tout refaire, puis à refaire les demandes de subventions, que normalement, tu fais ça en hiver, et puis au printemps, tu es tranquille. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là, la mutualisation, ça devient évident. On a la chance, là où on produit nos légumes, déjà d'avoir ce truc qui se fait personnellement entre producteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai un panier de légumes, je fais des tomates, je fais des carottes, je fais des concombres. Toi, tu fais des aubergines africaines, tu fais des okras. Pourquoi moi, dans mon panier, je ne mettrais pas qu'est-ce que toi, tu fais? Et puis, ben, toi, si tu as des surplus, tu partages ça avec moi. On fait ça à Saint-Louis, on fait ça à l'île Bizarre avec les producteurs qui sont déjà là en place. Et puis, ben, enfin, une fois de plus, malgré l'accès au virtuel, nous, notre problème, ce n'était pas le virtuel, on avait la visibilité clairement, c'était de faire accéder nos produits aux gens. Et puis, il faut que justement, il y ait le moins de gaspillage, comme disait Laurence tantôt, entre les livraisons. Si on est sur Verdun, et puis qu'on a déjà le marché virtuel de Verdun, de Coop Cause qui fait des livraisons les mardis, et on essaie le plus possible, si on a des clients qui veulent quelque chose le mardi sur la ligne de distribution de cette voiture-là, de pouvoir être là-dessus. Ouais, il faut qu'on se parle. Et puis, il faut que ce soit quelque chose qui soit un peu plus, je ne sais pas, organisé de manière locale par quartier, par secteur, pour que
on n'a pas trop d'intervenants non plus à qui parler parce que quand tous les courriels rentrent de partout, tu essayes d'aller sur quelque chose, mais si on sait qu'il y a quelqu'un qui sur Verdun le mardi a une voiture et puis frigorifie et puis fait les livraisons, je pense que ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant pour tout le monde de savoir que lundi au plus tard, j'ai reçu ma liste de commandes et puis le lundi, je dépose ça pour le camion, le mardi, il part et puis toutes les commandes sont chargées le mardi puis sont livrées dans la journée. Je pense que c'est vraiment important. Nous, on est des producteurs. On veut se concentrer sur la production. On peut être bon en virtuel, mais on veut se concentrer sur la production, la qualité des produits bio qu'on veut faire. Si on a des gens qui sont bons dans la livraison, qui sont bons dans les sites Internet, qu'ils se concentrent là-dessus et puis donnent le meilleur chacun dans leur domaine, la bonne personne à la bonne place. Excellent, oui. Et Claudia, comment ça cadre avec les expériences d'autres que vous avez vues dans vos recherches? C'est vraiment intéressant. Puis c'est les choses que j'ai essayé de me préparer un petit peu, puis les choses que je réfléchissais par rapport à l'innovation, puis les technologies, c'est des choses que vous avez déjà marquées, mais j'ai comme plusieurs questions. Des questions. J'ai pas de réponse, mais des questions. Par rapport par rapport aux questions de plateforme, on parle beaucoup de plateformes pour aller rejoindre les clients, mais est-ce qu'il y a aussi un besoin de, par exemple, une plateforme de gestion de la mutualisation entre plusieurs organismes? Est-ce que ça pourrait être utile d'avoir quelque chose qui gère, par exemple, les inventaires pour savoir justement tel fermier tant de produits, puis on pourrait, pour faciliter aussi le transport, mais aussi juste l'organisation entre les différents producteurs. J'avais marqué aussi l'optimisation des transports, les livraisons, puisque Dominique puis Laurence disaient, là, comme je sais qu'en urbanisme, on travaille beaucoup sur les questions de calcul un peu des chemins qui peuvent être les plus efficaces aussi pour se rendre à certains endroits selon le trafic. Avec les données, il y a de plus en plus de données ouvertes aussi à ce niveau-là qui peuvent être utilisées. Là. On va dans des choses beaucoup plus techniques, mais ça peut toujours être intéressant de s'allier avec des gens qui sont dans ces domaines-là et qui aimeraient mettre à profit de leur connaissance là-dessus. Puis je me demandais aussi par rapport à vraiment revenir au local. Là. On parle beaucoup local, puis l'agriculture urbaine, c'est très, très local. Déjà, vous livrez tous à Montréal ou autour de Montréal. J'avais une réflexion sur vraiment les quartiers, puis est-ce qu'il y a moyen d'avoir une mise en marché qui est vraiment locale, qui ne nécessite pas vraiment un transport avec des voitures et tout ça. C'est comme, on sait que c'est quelque chose qu'on aimerait, qui est un peu utopique, mais je me demande comment vous voyez ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de plus en plus maintenant parce qu'on on marche partout ou bien on prend nos vélos, on est beaucoup moins dans la voiture ces temps-ci. Fait est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça, soit de localiser, c'est un peu l'objectif de l'étude de l'accès au terrain, c'était ça, c'est de s'assurer d'avoir des fermes un peu dans tous les quartiers pour qu'on n'aille pas à se déplacer loin pour aller chercher nos produits, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, ces temps-ci, là, avec tout ce qui se passe? Très bon point. Laurence, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, mais en fait, c'est génial, Claudia, ce que tu apportes, parce qu'effectivement, tu sais, je pense que, mettons, l'utilisation des données, puis tout ça, tu sais, je pense que les gens, si ça peut inspirer plusieurs utilisations là, de ce qu'on vient de parler, là, mais pour la livraison qui semble encore très forte, en fait, ça me faisait penser ce que tu disais, que tout à l'heure, je pensais que ça serait bien d'avoir peut-être des points de chute dans différents quartiers. Donc là, on parle de plusieurs petits producteurs. Je ne veux pas faire le travail. De toute façon, il y a sûrement une start-up qui aimerait ça se poser la question de ce défi-là, mais de dire, ben c'est sûr qu'il y a plusieurs petits producteurs un peu partout à Montréal, puis il y a des milliers de petits consommateurs qui sont partout à Montréal. Donc, c'est sûr de faire des systèmes de livraison, même si on aide les petits producteurs à se réunir entre eux, est-ce que vraiment peut-être que d'avoir des points de chute comme, mettons, Grand Potager, moi, je sais que c'est ça que je voudrais offrir aux autres organismes de Cultiver Montréal, ce serait de dire, ben venez livrer les choses ici, puis nous, on s'occupe de les livrer peut-être, tu sais. Donc, d'avoir des systèmes de points de chute, parce qu'à Grand Potager, l'avantage qu'on a, la ressource inestimable qu'on a, c'est l'espace. On a un espace qui est quand même assez grand, qui pourrait être développé avec beaucoup, beaucoup de potentiel, qui pourrait servir à plein d'autres choses. Donc,
on pourrait permettre à d'autres personnes d'utiliser cet espace-là pour ensuite le redistribuer ailleurs. Donc, je pense que dans cette réflexion-là, d'avoir un système de livraison efficace en mutualisant les ressources, identifier des points de chute qui pourraient servir de base un peu pour faire un réseau plus fort, ça pourrait aider. Oui, excellent. Et Dominique, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est une super bonne idée, les points de chute. Puis aussi, moi, j'aime beaucoup l'idée des petits pop-up. J'imaginais, je ne sais pas, du point de vue des permis puis de la réglementation, comment ce serait possible, là, mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen de le faire, mais de faire des marchés dans des ruelles, disons, dans différents quartiers. Moi, j'imaginais, admettons, on a une route de livraison, on sépare nos routes par secteur, par jour. On fait les livraisons dans un quartier, dans les commerces où on doit livrer nos produits ou les points de chute. Puis à la fin, on s'installe dans une ruelle, dans ce secteur-là, puis on fait un petit marché pop-up. Puis il y a une page Facebook qui dit on va être dans telle ruelle à tel moment. Voici les produits, la liste des produits qu'on a disponibles cette semaine, etc. Je pense que ça pourrait être, en tout cas, moi, j'aimerais ça, il me semble, comme consommatrice qui ait ça, qui existe, là, pour que les produits rejoignent directement les gens où ils sont aussi. Puis, Claudia, oui, quand tu parlais des plateformes, quand je mentionnais que la technologie pouvait aider à organiser la logistique de tout ça, moi, je voyais ça vraiment du côté des organismes producteurs et des petites entreprises, comment s'organiser entre nous, puis comment gérer les stocks, comment gérer les routes de livraison, tout ça, là, je pense que la technologie peut venir intervenir dans ce domaine-là. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est ce que j'entends le plus des producteurs, mais aussi de clients, c'est que toute réponse doit être très facile pour tout le monde. On a déjà notre charge de travail, soit en tant que consommateur ou soit en tant que producteur. Je veux juste prendre un petit moment pour dire à nos participants que nous avons un Q&A. Si vous regardez en bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur le Q&A, questions et réponses, et vous pouvez poser des questions à nos panélistes. On va avoir une période de questions suivant notre prochaine question aux panélistes, donc à la fin de notre panel. Donc, s'il vous plaît, gênez-vous pas de mettre des questions dans ce petit chat-là et je vais vous donner la parole pour poser vos questions directement aux panélistes. Et merci encore une fois d'être avec nous sur ce joli panel très intéressant. Donc, troisième question. Je vous invite à rêver. Dans un monde idéal où tout serait possible, mettons dans un monde post-pandémie où on est à la relance de l'économie et on a tous les moyens, quel genre de solution pourrait vous aider à relever ces défis-là d'un point de vue systémique et à tirer des bénéfices en tant qu'écosystème d'agriculture urbaine? Marianne? Ça va être un peu un résumé, encore une fois, de tout ce qui a été dit. Selon moi, le rêve est vraiment pas très loin de la réalité. Là, on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis une de ces solutions-là, c'est vraiment la mutualisation des ressources, comme ça a été nommé plusieurs fois. En termes de logistique de livraison qui a été dit plusieurs fois aussi, la ferme, c'est la première fois qu'on faisait des paniers livrés à domicile. Puis je vous jure, c'était compliqué parce que justement, notre ferme est à Sainte-Ville, dans l'ouest de l'île, mais notre communauté du roulant est au plateau. Donc ça, c'était comme pour nous, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment éviter. Puis en fait, là, c'était notre première semaine de panier la semaine dernière. Et là, on a créé une livraison juste en vélo parce que, bien entendu, le plateau, c'est bien plus simple en vélo. Donc, tu sais, c'est d'ajustement de même tellement intense pour juste penser en termes de livraison ultra locale qu'en effet, je pense qu'il faut aussi d'autres personnes qui voient le big picture. Puis, tu sais, c'est un peu vraiment dans la pensée agir locale, pensée globale. Il faut vraiment des deux.
Et je crois que, tu sais, Cultiver Montréal, on a vraiment fait du mieux qu'on pouvait cet été pour répondre à cette situation. Mais en fait, ce qu'on a carrément fait, c'est éteindre les feux au fur et à mesure parce qu'on était vraiment dans l'urgence, dans l'action. Donc, les rencontres, ça permettait de les gens connecter ensemble. Ah, moi, j'ai ça, toi, t'as ça. OK, parfait, on se met ensemble. Puis, par la suite, ah, ben si tu as besoin d'argent, ben voilà, c'est ça qu'on peut te donner aussi, parfait. Mais là, par la suite, ce qu'on veut faire, c'est des rencontres plus grosses avec tout le monde, puis essayer de voir ensemble comment on peut les créer, là, ces fameux systèmes plus locaux, mais qui ont aussi une vision globale, comme Laurence propose avec le grand potager, par exemple. Puis de créer, grâce à la technologie aussi, que ça soit accessible facilement aux citoyens et citoyennes de pouvoir répondre à leurs besoins. Mais je pense que vraiment, pour que ça arrive, il faut créer plus de microsystèmes alimentaires, mais qui sont interreliés. Tu sais, moi, ce que j'ai réalisé pour le roulant, par exemple, c'est que oui, on est un cycle alimentaire en tant que tel, mais que là, avec la crise, ben, il fallait répondre à plus, puis il fallait aussi étendre notre réseau. Puis ça a été bénéfice, ça crée des bénéfices pour tout le monde. Donc, tu sais, on a fait des partenariats avec Partage et Solidarité. Donc là, tu sais, je suis rendue à 400 laitues que je donne pour des familles qu'on ne rejoint jamais habituellement Centre Paul Roulant parce que ce n'est pas notre public cible. Puis, tu sais, c'est ensuite faire des liens maintenant entre quartiers. Donc, OK, Centre Paul Roulant, on est sur le plateau. Après ça, on peut aller voir le Carrefour Centre-Sud pour faire des liens entre quartiers. On peut aller voir le Grand Potager pour Verdun. Puis donc, créer vraiment des réseaux entre ces systèmes-là. Puis, tu sais, je pense que c'est extrêmement vivant comme système. Puis, en ce moment, il y a énormément de création. Donc, tu sais, il y a plein de petites livraisons en vélo, il y a plein de petites startups, il y a plein d'affaires qui se passent. Mais là, il faut les communiquer ensemble puis s'assurer qu'on ne se met pas en compétition entre nous parce que c'est la dernière chose qu'on voudrait. Donc, c'est comment bien communiquer ça. Puis, j'espère qu'on va dans la bonne direction. D'un point de vue encore plus systémique, bon, ben, il y a bien entendu la volonté politique. Ça avance vraiment bien. On a eu du super soutien, autant plus financier aussi en termes d'encouragement, puis en termes de portée politique. Mais je pense que là, ce que j'ai vraiment hâte qu'il arrive, c'est une vraie politique alimentaire, qu'il y ait une vraie personne à la ville chargée de l'agriculture urbaine. Ça s'en vient, là. On sait que ça s'en vient. Mais c'est vraiment, ça va, je pense, aider à concrétiser tout ça ensemble. Puis, je pense que c'est ça. Là, moi, je rêve vraiment qu'on soit capable de créer un gros agro-écosystème montréalais. Puis, je pense qu'on est dans la bonne direction. Marie-André, est-ce que tu veux répondre? Je sais qu'au Conseil SAM, vous avez quand même un grand vue d'ensemble plutôt systémique et j'aimerais, si tu peux juste présenter, je pense qu'on a oublié tantôt de présenter c'est quoi pour ceux qui ne savent pas le Conseil SAM. Ça serait bien de juste faire une petite introduction et ensuite nous présenter comme le vue plus grande région de Montréal du système. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire un petit mot de ce qu'est le Conseil du système alimentaire montréalais. C'est un conseil qui a été mis sur pied en 2018 et ça se veut un conseil des politiques alimentaires, donc conseil qui joue donc un rôle de conseil auprès des décideurs, mais le Conseil du système alimentaire montréalais veut aussi jouer un rôle comme levier financier pour soutenir des initiatives structurantes, veut aussi jouer un rôle de concertation au sein de tous les acteurs du système alimentaire, donc de la production jusqu'au consommateur. Donc, il y a 24 membres autour de la table de divers horizons, soit du milieu des affaires, donc des entrepreneurs en agriculture urbaine, il y a des chercheurs, il y a la santé publique, il y a le ministère de Pêcherie, Alimentation et Agriculture, il y a des partenaires de la Ville de Montréal, il y a le milieu communautaire, il y a un représentant de la table sur la faim. Donc, tout le monde est là. On a identifié 4 grands enjeux à partir desquels on a ciblé le travail pour bâtir le plan d'action intégré. Donc, je disais d'entrée de jeu, il y a l'accès au marché
pour les produits locaux. Il y a aussi l'empreinte écologique du système alimentaire. Donc, ça touche tout le volet production d'aliments, mais aussi les circuits courts. Donc, on va rejoindre l'accès au marché. Il y a la qualité nutritionnelle des aliments parce qu'on sait que on peut avoir en masse à manger, mais ça ne veut pas dire qu'on choisit les bons aliments et qu'on mange des fruits et légumes en quantité suffisante. Et il y a aussi l'insécurité alimentaire. Donc, on sait qu'il y a au moins un Montréalais sur 10 qui souffre d'alimentation. Puis une fois qu'on ne souffre pas d'alimentation, bien, il y en a 6 sur 10 qui ne mangent pas assez de fruits et légumes frais. Fait qu'il y a beaucoup de travail en ce sens-là. Puis il y a, moi, je sens que pour atteindre mon rêve, mon rêve, c'est la ville nourricière. Moi, j'y crois beaucoup que Montréal, dans sa position d'une île, dans un climat propice à la culture, des terres fertiles, malheureusement beaucoup de terres contaminées, mais quand même des zones propices à la culture, on pourrait produire beaucoup plus, on pourrait développer des zones en permaculture, donc les potagers forestiers avec la culture en strates, mais c'est encore du chinois pour beaucoup de gens, mais l'idée va faire son chemin. On pourrait avoir des vergers à noix, mais pour arriver à cette vision-là, il faut d'abord faire de la collecte de données. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a beaucoup de... On ne connaît pas bien le potentiel de l'agriculture commerciale sur l'île de Montréal. Donc ça, c'est dans les plans de la ville avec l'entente sectorielle avec le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. C'est d'évaluer le potentiel d'agriculture commerciale. Il y a aussi évaluer le potentiel agricole du Grand Parc de l'Ouest qui va s'agrandir au fil des ans et de trouver le modèle pour faciliter l'accès à ces terres-là pour la culture. Ça rejoint beaucoup l'étude sur laquelle Claudia avait beaucoup travaillé. Donc, l'accès au foncier. Comment, par la réglementation, on peut faciliter aussi tous les sites potentiels de culture. En ville, les toits sont un modèle... on pourrait optimiser beaucoup l'espace sur les toits, mais ça prend l'électricité, l'eau, les monts de charge. Donc, premièrement, d'aller collecter la donnée. C'est quoi notre panier en juillet de denrées dans un rayon de 100 km? On peut parler de la région métropolitaine de Montréal. On peut aller dans un rayon de 100-150 km. Puis en janvier, c'est quoi? Puis comment on réussit? Comment on peut se donner des cibles pour dire, bon, bien, si on est à 5, 10, 15 bien, comment on se dit, on double dans un horizon de 10 ans? Puis à partir de là, comment on fait pour doubler? Fait qu'il y a là, dans les prochains mois, des actions pour voir c'est quoi le potentiel et tout ça pour, à un moment donné, se donner un peu plus les moyens, se donner des cibles réalistes pour aller vers, lentement mais sûrement, une cible où on va trouver plus de produits dans la vente directe, des produits locaux, mais aussi plus dans le commerce de détail aussi. Tu sais, quand je vois ce que Centropole fait, Grand Potager, je trouve qu'on reste quand même encore à petite échelle. Il faut réussir aussi à passer à la grande échelle et à rentrer dans les chaînes. Il faut qu'il y ait de l'espace pour des volumes moindres dans les chaînes et faciliter toute la chaîne logistique au travers de ça. Donc, voilà mes grands rêves. Il faut être patient. C'est très bien dans ce que j'entends, c'est qu'on a non seulement besoin à l'accès au marché et aux clients, accès à nos réseaux pour une entraide, mais aussi accès au terrain et ensuite aux agriculteurs pour les cultiver. Donc, beaucoup de défis riches ici. Claudia, comment est-ce que ça résonne avec les recherches que tu as fait, que vous avez fait? Mais ça me fait penser, c'est quand même un peu les mêmes défis qu'avant la pandémie. Là, on parlait beaucoup, quand je faisais le tour des agriculteurs pour le projet de recherche, c'était beaucoup des enjeux de mise en marché, même avant la pandémie. Donc, c'est vraiment une question de comment percer, puis comment vraiment offrir une alternative au système qu'on connaît, qui est celui qui est conventionnel et dont la qualité des aliments n'est pas idéale. Donc, si on offre quelque chose puis qu'on veut que ça soit compétitif sur ce marché-là,
il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour les modèles d'affaires, pour les producteurs urbains. Il y a les espaces, bien sûr. Si on est obligé de payer pour avoir des espaces qui sont près de nos clients, bien, on sait que dans les villes maintenant, il y a beaucoup de compétition de d'autres usages à l'agriculture, donc les prix sont quand même élevés. Après, il y a tous les coûts d'opération. En ville, par exemple, on n'a pas accès à des tarifs réduits pour l'électricité pour ceux qui font de la production en serre ou à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait définitivement aider à réduire les coûts de production, puis qui éventuellement pourrait réduire les coûts pour les consommateurs. Puis là, ça ouvrirait plus de marchés aussi. Après, il y a toutes les questions autour de la sécurité ou de la salubrité des aliments. Donc, pour vendre des aliments, ça prend quand même des certifications. Il y a comme une structure qu'on veut garder parce que c'est important, mais il y a des choses qui, des fois, qui sont mésadaptées aux pratiques urbaines. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans pour qu'on puisse aussi vendre des choses localement à la ferme plus facilement. Au lieu de devoir passer par les réseaux plus habituels, là, il y a vraiment une barrière à rentrer, ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de quantité pour que les marchands puissent, que ça soit comme pratique pour eux. Là. Ils ne veulent pas aller chercher plein de plus petits blocs, de petits morceaux pour les mettre ensemble. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est soit de s'organiser à l'avance entre producteurs pour pouvoir rentrer dans le marché ou trouver des gens qui ont vraiment envie de supporter l'agriculture urbaine, peu importe, puis qui mettent l'effort nécessaire pour le faire. Là. Mais ça n'arrive pas souvent non plus. Là. Donc, il y a comme pas mal de défis, mais je pense, un peu comme Marianne, ça s'en va dans la bonne direction. Il y a de plus en plus d'intérêt. Puis pour moi, ce que je vois, c'est vraiment l'aspect cohérence là, dans le système qui va être nécessaire pour aller plus loin. Donc, comment est-ce que tout le monde travaille ensemble? Chacun a une raison pour faire de l'agriculture. Chacun a une façon de s'organiser. Il y a des choses qui sont complémentaires, il y a des choses qui ne sont pas. Donc, comment est-ce qu'on... C'est de plus en plus gros comme écosystème. Comment est-ce qu'on travaille tout le monde ensemble? Il y a le privé, il y a le public, il y a le communautaire, il y a les startups. Donc, souvent, il peut y avoir des clashs au niveau des valeurs et de pourquoi on fait ça. Là. Donc, ça peut souvent venir être comme une barrière à la collaboration, mais il ne faudrait pas, en fait. Chacun a ses forces, chacun a quelque chose à amener. Fait que c'est comment trouver des terrains d'entente pour justement mutualiser plus de choses, collaborer, aller plus loin ensemble. C'est ça que j'aimerais voir. L'innovation sociale là-dedans, là, les relations. Là. Voilà. Ensemble, on va plus loin. J'ai des bonnes questions qui commencent à rentrer. Continuez, s'il vous plaît. On a ensuite une période de questions pour les questions publiques vers les panélistes. Dominique, je te vois depuis tantôt avoir l'air de vouloir parler. Oui, j'avais eu envie de rebondir sur ce que Marie-André disait par rapport au potentiel de l'agriculture urbaine commerciale, parce que bon, c'est notre catégorie à blanc et gris. Je trouve que oui, dans un monde idéal, là, je pense qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Justement, d'évaluer c'est quoi le potentiel de l'agriculture urbaine commerciale pour nourrir le monde vraiment, t'sais. Parce que je trouve que souvent, l'agriculture urbaine est perçue comme quelque chose qui est plus au niveau de la sensibilisation, de l'éducation ou de rapprocher le rural de l'urbain, tout ça. Mais on n'a pas vraiment... je pense que, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne pensent pas que c'est une agriculture qui va nourrir le monde. Donc, je trouve que le premier pas, oui, effectivement, c'est d'évaluer ce potentiel-là. Puis si on se rend compte que oui, il y a vraiment un potentiel, mais là, c'est tout un travail de marketing qui est à faire aussi à ce niveau-là, de dire, oui, il y a une production agricole en ville qui se fait, qui est substantielle, qui peut vraiment nourrir le monde. Et à partir de là, peut-être faire un label ou une appellation ou quelque chose pour dire, voici, tu sais, comme bio ou comme, je sais pas,
des produits du terroir ou dire, ben voici, puis est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un distributeur pour l'agriculture urbaine commerciale, puis spécialisé là-dedans. Ouais, donc voilà, c'est ça que je vois comme solution systémique, en tout cas pour le domaine dans lequel j'œuvre, qui est l'agriculture commerciale. Donc, nous, je sais qu'on a une production qui est capable de nourrir du monde puis qui déborde du cadre de notre quartier. On peut nourrir, on pourrait percer les petits détaillants, la distribution, on serait capable de fournir régulièrement une quantité pour nous, on vise plus des petits détaillants là, que les grandes chaînes. Puis je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont capables de faire ça puis qui vont arriver. Je pense aussi de plus en plus des entreprises de production qui vont des productions commerciales en agriculture urbaine. Donc, je pense que ouais, dans un monde idéal, il y a tout un travail de marketing, de communication qui se fait autour de ça pour que les gens connaissent ça aussi et qu'ils se disent, ben oui, dans mon épicerie de la semaine, même à chaque semaine, je peux manger des produits qui sont cultivés dans mon quartier ou celui d'à côté, mais en tout cas dans ma ville. Donc, Dominique, vous avez dit que vous avez la capacité et le potentiel pour pouvoir fournir tout ça, les petits détaillants. Donc, quels sont les freins présentement? C'est le marketing, c'est la visibilité ou c'est... C'est juste le temps de développer un réseau, c'est d'aller faire de la sollicitation. En fait, c'est le temps que ça prend d'y aller les chercher un par un. Puis, c'est surtout ça, en fait. Mais c'est pas tant un frein, là. C'est juste qu'on voudrait que ça se passe plus vite que ça se passe. Right now! Oui, absolument. Et Amidou, dans vos rêves à vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir de côté systémique à l'agriculture urbaine montréalaise? Ben oui, moi je trouve que c'est ça, je ne vais pas non plus répéter tout ce que tout le monde a déjà dit, mais c'est ça, l'idéal, c'est ça, on revient au vieux credo, mais c'est parce que tant qu'on n'y est pas arrivé, on continue à les utiliser. Là, je veux dire, de la terre à l'assiette, ça part des producteurs. Quand je parle de producteurs, je parle vraiment de toutes sortes de productions locales. D'abord, comment les aider, comment les appuyer. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'incubateurs en projet d'agriculture urbaine. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais dans le cas où on veut produire localement, le premier des points, c'est d'activer des mises en commun des producteurs locaux. À l'origine, un fermier, là, celui qui a, je sais pas, il a ses vaches, il fait son fromage, il fait plein d'affaires. Ce n'est pas juste une personne qui fait une seule chose. Est-ce qu'on peut tous fermer ensemble et puis donner des moyens aux gens? Moi, je pense qu'actuellement, le problème critique pour les fermiers qui sont dans des sites de production, là, cette semaine, là, c'est le problème de l'eau. La pompe, le filtre, l'arrosage et tout ce qui s'ensuit. Il y a des aides qui peuvent être faites sur certaines choses qui éventuellement sont difficiles pour une seule personne d'investir pour avoir accès à ces infrastructures, bien ou à ces motopompes ou quoi que ce soit. Mutualiser, mais aussi un appui des pouvoirs politiques et publics au-delà de dire qu'on veut la souveraineté alimentaire. C'est quoi qu'on fait pour aller à la souveraineté alimentaire? Puis quelquefois, ça prend juste un ou deux trucs à ouvrir pour que le reste se fasse. Un autre point sur lequel je veux insister, parce qu'à Amidou Horticulture, on est vraiment très dépendant de tous les bénévoles, toutes les personnes qui viennent et puis qui participent et qui sont des citoyens de la ville et puis qui sont contents de participer à cette activité-là aussi. Mais à Montréal, je veux dire, je parle de l'île Bizarre, je parle de Saint-Louis, il y a des endroits qui sont inaccessibles pour ces personnes-là pour venir travailler avec nous autres et que simplement si une fois de plus, au niveau des pouvoirs publics, il y avait des moyens qui étaient mis en œuvre pour pouvoir faire accéder à ces gens. Moi, je suis sûr qu'il y a des centaines et centaines de personnes. On dit aux gens, on va vous proposer de l'argent pour aller travailler dans les fermes et dans les champs. OK, mais après, si ton argent il rentre dans ton carburant, bien dans tous ceux qui t'amènent là-bas et puis qu'à la fin, tu ne gagnes rien du tout, c'est un problème. Donc, au niveau des gens qui nous aident, je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des pouvoirs publics qui pourrait être fait pour pouvoir rendre plus séduisant l'accès à ce travail en agriculture-là. Et puis, le troisième point, je reviens à la distribution, mais
la distribution. J'ai bien aimé ce que Dominique disait par rapport au pop-up. Une fois de plus, moi, je viens du Niger, le marché, là, quand les villages qui sont à 10 km à la ronde, là, un jour, lundi, c'est tel village, mardi, c'est tel village, mercredi, c'est tel village. Ça fait que toutes les personnes qui sont dans tel quartier peuvent décider que, ben, moi, mercredi, ce que je n'ai pas vendu, bien ce que je n'ai pas récolté cette semaine, ben, je vais aller à tel endroit. Une fois de plus, si sur place, on a quelqu'un qui accepte de vendre ses produits et les produits des autres le mardi pour tout le monde, et puis que le mercredi, dans l'autre quartier, il y a quelqu'un qui fait la même chose, ça permet qu'on ne soit pas en train de courir tous les jours à essayer de vendre partout. Fait que le rêve idéal serait une agriculture locale, soutenue par le local, avec les pouvoirs politiques locaux, et puis que ben, tous ces surplus-là soient utilisés pour les gens d'abord, soit pour l'industrie de la transformation, puis éventuellement un maillage avec aussi tout ce qui est sécurité alimentaire, tout ce qui est repas communautaire. Il y a des surplus qui vont finir par être dégagés à une certaine période de l'année. On peut aussi en faire profiter aux plus démunis. Oui, c'est en parlant de surplus, c'est très beau. Moi, j'adore cette vision-là d'avoir des marchés par quartier et que les producteurs peuvent se promener. Ça, c'est j'aimerais vivre dans un Montréal comme ça. Et donc, merci beaucoup les panélistes pour ces discussions très riches. On va passer à notre période de questions. Donc, je vais te garder à Midou. Désolée, je switch de vous et tu tout le temps. Donc, pour ça que ça brûle vos oreilles, j'excuse mon français. Donc, première question, il y a Johnny Saliby qui a une question sur les surplus alimentaires. Johnny, est-ce que vous aimeriez poser la question de vive voix? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, c'est parfait. Oui, salut, merci pour m'avoir prendre la question. C'est juste une question par rapport au surplus alimentaire. Est-ce que vous avez vécu ça pendant la pandémie? Je vois que vous avez eu beaucoup de problèmes la livraison. Dans le fond, c'était comme un des sujets que vous avez tous abordés. Puis ma question, c'est est-ce qu'à cause de ça, vous avez eu un surplus de nourriture in-house? Vas-y, Amito. Salut, Johnny. Écoute, moi, personnellement, vous m'entendez? Moi, personnellement, je dois avouer que je n'ai pas encore ce problème-là parce que, comme j'expliquais, moi, je produis des transplants. On les met au champ en mai et juin, et puis les récoltes se passent en septembre, août. Fait que ça va venir éventuellement à ce moment-là pour les surplus de transplants qu'éventuellement on a pu avoir dans certaines catégories, notamment les tomates et les autres. On s'est arrangé pour en faire bénéficier soit des citoyens qui étaient autour de nous, soit on n'en a pas jeté pour l'instant. Fait que pour nous, personnellement, on n'est pas encore dans la période de l'année où on a des surplus de production. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a vécu la situation en parler. Marianne ou Dominique? Oui, Dominique, vas-y. Hop, voilà. Nous, ironiquement, au même moment où on a perdu tous nos clients, on n'avait jamais produit autant, on n'avait jamais cueilli autant de champignons. Fait que ça a été un peu l'angoisse au début, justement. Mais on a réussi à tout vider, la chambre froide. Donc, on n'a rien perdu. C'est sûr que c'était des gros surplus, mais on a tout écoulé, on a tout réussi à vendre. C'est ça, par le formulaire en ligne, on s'est mis sur d'autres plateformes. On a des petits épiceries qui vendent pour nous aussi. Il y a des clients restaurants qui font du take-out, mais qui font aussi un peu épicerie, qui vendent nos champignons aussi. Donc, de toutes ces façons-là, on a aussi testé des recettes de champignons marinés avec des restaurants aussi, justement, qui n'avaient plus trop qui cherchaient un peu d'occupation.
Donc, on a passé tout ça. On n'a même pas, d'habitude, notre option pour les surplus, c'est d'aller faire déshydrater, puis on n'a même pas eu besoin d'aller faire déshydrater. Donc ça dit comme quoi il y a vraiment un engouement pour les produits locaux, puis les mangeurs sont là, il faut juste les rejoindre, en fait. Bravo. Et Marianne? Oui, ben en fait, je pense que je connais pas, à mon avis, des agriculteurs, agricultrices urbains qui ont eu des pertes. Puis je pense qu'une de ces raisons, c'est la résilience de nos écosystèmes, puis aussi à quel point ils sont à petite échelle, donc flexibles. On peut les adapter versus l'agriculture industrielle, que c'est tellement des grandes cultures que ça a créé les pertes qu'on a entendues beaucoup dans les médias. Mais moi, j'ai vraiment eu peur. Personnellement, je plantais mes laitues puis j'avais aucune idée. J'allais les donner à qui. Ça me rendait vraiment un peu névrosée parce que ça, habituellement, 50 des récoltes vont bénévoles, puis l'autre 50 vont à la popote roulante. Là, pas de bénévoles, puis la popote roulante ne peut pas prendre mes laitues. Donc, d'où sortir du petit cycle alimentaire qu'on s'est créé au roulant et fournir donc à des paniers d'aide alimentaire du quartier. Ça a vraiment été notre solution. Puis la ferme s'est adaptée avec ses livraisons à domicile. Puis tout le monde est heureux et on nourrit plus de monde que jamais. C'est ça qui est impressionnant. Bravo. Oui, on a vraiment eu un grand engouement pour le jardinage et pour l'agriculture urbaine et la cultivation de fruits et légumes en fil. J'ai une question de Sylvain Picker. Laurence veut parler un petit peu avant. Pendant que Sylvain, je lui permets de parler, je vais te permettre de parler en même temps, Laurence, vas-y. Mais keep it brief. Very brief. Mais moi, je voulais juste dire parce qu'en fait, ça rejoint ce que j'ai pas eu le temps de dire par rapport à la vision pour l'écosystème. En fait, c'est juste que je pense que, tu sais, il y a des producteurs qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets. Ils ont des consommateurs qui veulent ça. Donc, tu sais, les deux espaces sont vraiment là. Moi, ce que je voudrais pour le futur et aussi pour rejoindre la question du surplus, c'est qu'on investisse dans nos infrastructures collectives qui sont là maintenant pour les mettre à la disposition de tous. Donc, des citoyens, des organismes, des PME. Il faut juste créer des lieux de réseau. Donc, les liens, ils se font, tu sais, comme mettons, le Centropole et semi-urbain, ça s'est fait tout seul. Il y a des espaces, donc, qui existent, mais je pense que les infrastructures qui seraient disponibles pour tout le monde, puis c'est sûr que les serres, c'est un peu ça aussi, un espace collectif. Mais mettons qu'il y avait des marchés publics collectifs, mettons qu'il y avait des serres collectives, donc des espaces de production, des espaces de distribution, mettons une tablette au IGA collectif qui serait géré juste pour les producteurs locaux, ou est-ce qu'il y aurait plus de flexibilité? C'est pas tout le temps les mêmes produits, c'est pas tout le temps les mêmes producteurs, mais tu sais, comme on peut aller mettre nos surplus là-bas, donc des trucs, c'est ça, parce que je pense que c'est bon que l'agriculture urbaine reste un peu plus petit, mais donc d'investir dans le collectif pour permettre à tous les petits de rejoindre le plus grand nombre, dans le fond. Parfait, merci. Et Sylvain, est-ce que vous voulez poser votre question de vive voix? Oui, d'accord. Moi, je me demandais si on a vraiment un besoin de faire plus de production agricole, puis c'est pas juste les producteurs agricoles qui devraient mettre la main à la roue. Autrement dit, je veux dire, aussi augmenter l'efficacité des gens qui font du petit jardinage chez eux. Puis je ne sais pas si on pouvait montrer un peu plus aux gens à faire pousser des pousses, parce qu'on peut faire ça même dans une fenêtre l'hiver, même une fenêtre au nord. Ça marche très bien. On peut faire plein de mini-légumes sur des petites surfaces, puis de manière très intensive, beaucoup plus intensive que n'importe quel agriculteur. Alors, je ne sais pas si vous avez des programmes, des programmes à ce niveau-là pour aider les gens en fait, à devenir des micro-agriculteurs, en fait. Voilà, c'était ça ma question. Vas-y, Laurence. Excusez-moi, moi, je pense que oui, il y a beaucoup de potentiel que les gens puissent eux-mêmes cultiver. Je pense que, tu sais, Dominique, tu le disais, ça, c'est une vision de l'agriculture urbaine. On est là, le but, c'est de sensibiliser au mode de production, au mode de consommation, à la saisonnalité des produits. Donc, c'est sûr que le but de l'agriculture urbaine, oui, c'est d'encourager les gens à le faire eux-mêmes. Mais je pense que le but de l'agriculture urbaine, c'est d'utiliser les espaces en milieu urbain pour rendre tout le système aussi plus résilient. Donc, si l'urbain dépend juste du rural, il y a comme une
discontinuité, mais je pense que ça revient un peu à l'idée, si, mettons, tous les citoyens se mettaient à faire des petites productions, est-ce qu'il y aurait moyen pour un citoyen d'échanger sa production de tomates cerises pour quelqu'un d'autre, tu sais, comme des mini-marchés collectifs, encore une fois, pour permettre comme l'échange de denrées alimentaires. Si quelqu'un produit des champignons versus des tomates cerises, versus des fines herbes, versus des produits exotiques, il y aurait peut-être moyen justement de, je sais pas, d'avoir un marché collectif citoyen, d'intégrer ça dans une plateforme. Quel citoyen voudrait échanger, voudrait contribuer même à, mettons, Blanc de Gris, voudrait s'allier avec un citoyen qui fait des confitures. Je sais pas, ça serait une idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut renchérir, Marianne? Ben oui, tu sais, c'est sûr que c'est un des buts de Cultiver Montréal à travers ses membres, c'est d'inciter les gens à faire pousser leur propre nourriture, puis à célébrer l'agriculture urbaine. Puis je pense que c'est bien que plusieurs organismes et entreprises en agriculture urbaine font les ventes de semis. C'est que oui, ça permet de bien amorcer la saison, mais c'est aussi parce qu'on veut créer ce lien-là. Mais je pense qu'il faut faire attention puis qu'il y a un équilibre. Dans tout ça, moi, personnellement, je ne suis pas la personne qui va crier haut et fort que l'agriculture urbaine à Montréal va nourrir Montréal au complet. Je pense qu'on va avoir toujours besoin des fermiers ruraux d'une manière et d'une autre et qu'en fait, l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine, c'est un lien jusqu'aux fermes rurales et les trois se complètent parfaitement. Donc, je pense que justement, pour bien manger, pour avoir un système résilient, il faut autant avoir son plant de tomates sur son balcon que son panier de légumes bio du fermier, qui aller compléter avec le petit marché local de ton entreprise en agriculture urbaine. Puis c'est les trois ensemble qui vont faire en sorte qu'on va vraiment nourrir Montréal, selon moi. Excellent, merci Marianne. On commence à manquer un peu de temps, mais j'ai deux autres questions très bonnes. Donc, si vous me permettez, j'ai Marie-Michel Doyon qui a une question sur l'insécurité alimentaire. Est-ce que vous voulez, Marie-Michel, poser votre question à haute voix? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. OK. je m'entendais comme pas en même temps. En fait, ma question, c'était au niveau de l'insécurité alimentaire dont on a parlé un petit peu tantôt. J'ai entendu, puis en tout cas dans différents webinaires et tout, que ça a beaucoup, la COVID a exacerbé beaucoup l'insécurité alimentaire. Moi, personnellement, je travaille sur un projet en ce moment justement qui vise à combattre un peu ça. Mais ce que je constate, c'est que c'est difficile de concilier le besoin d'une alimentation saine et accessible autant du point de vue financier que physiquement dans les déserts alimentaires, avec une rémunération équitable pour les producteurs, ce qui est tout aussi important. Fait que je me demandais, est-ce que vous avez justement des pistes de solutions dans ce sens-là pour ne pas brimer le mangeur au détriment du producteur ou vice-versa? Puis, dans l'idéal, sans dépendre constamment de subventions, parce que c'est pas nécessairement, on parle de résilience, c'est pas nécessairement quelque chose qui est résilient, c'est de dépendre des programmes tout le temps. Donc, voilà, merci. Je vais en même temps demander donc, gardez tout ça dans votre tête. Je veux aussi demander Lorenzo d'AF de présenter le collectif Récolte. Ça serait bien de vous entendre là-dessus. Et ensuite, les panélistes peuvent commenter si vous avez quelque chose à dire. Il va juste falloir que je vous quitte. Malheureusement, j'ai un caucus obligatoire. C'est rare que ça arrive, que c'est ajouté à 17h30 pile. Donc, je ne pourrais même pas dépasser de quelques minutes. C'est la discipline de partie de temps en temps. Là. Ça arrive très, très rarement, mais c'est assez ajouté aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup de cette... Ça nourrit encore une fois, c'est toujours une source de motivation d'être en contact avec du monde qui tous les jours travaille à rendre notre ville plus verte, plus résiliente et nourricière. Fait que je vous remercie puis je vous laisse terminer le panel. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, Marie-André. Bon caucus. Merci. Salut. Lorenzo, est-ce que vous voulez parler? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, mais déjà, merci pour vos contributions aujourd'hui.
Et je vois Marianne qui sourit, on se connaît bien. Salut Marianne. Mais c'est ça, c'est drôle parce que ma question, en fait, c'est pas mal la même que Marie-Michel Doyon. C'est cette question qu'on se pose parfois de comment réconcilier le prix juste pour le producteur avec le prix accessible. Donc ça, c'est un peu la même question. Je vais juste dire un petit mot en passant. Ça, je suis avec le collectif Récolte à Montréal, une petite OBNL qui travaille sur le système alimentaire. Et dans le cadre du défi des villes intelligentes, qui est un programme fédéral, la ville de Montréal a reçu genre 50 millions l'année dernière pour différentes initiatives en ville, et notamment une qui est de monter graduellement un système alimentaire local et intégré qui permettrait la mutualisation de différentes ressources, d'espaces de stockage notamment, d'approvisionnement, de visibilité un peu sur les dons, un peu le travail que fait Jambas à Montréal à un certain niveau pour les organismes communautaires, et aussi éventuellement aussi dans la livraison, de voir s'il y a justement des pôles dans certains quartiers, ce dont parlait Laurence, parce qu'il y a plusieurs pôles qui se développent. Donc, Verdun, je savais moins, mais le dépôt NDG qui dépense déménager, Bouffe Action Rosemont qui veut déménager aussi pour avoir plus d'espace, qui fait déjà de la mutualisation de camions réfrigérés en cette crise. Là, ils permettent de louer des camions réfrigérés. Donc, ça, c'est parti en COVID. Il y a plein de belles choses qui sont parties pendant le COVID. Il y a plein de belles choses partout. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, là, donc je ne vais pas aller trop longtemps, mais juste un truc que vous mentionnez beaucoup, comment les petits marchés. À Toronto, il y a comme une application qui s'appelle Seed Voyage, qui permet aux gens, en gros, de vendre le produit de leur jardin à leurs voisins. Alors, bon, il y a des enjeux réglementaires et tout ça, mais il y a plein de trucs cool. Et bref, comment garder une visite là-dessus et puis les réaliser dans Montréal. Mais c'est un beau défi, mais moi, j'ai envie de tous vous recontacter à l'occasion pour se reparler dans un autre contexte. Mais merci beaucoup aujourd'hui pour ce webinaire. Merci beaucoup, Lorenzo. Donc, juste avant que je vous demande de commenter, si vous avez quelque chose à dire sur c'est des gros sujets, on pourrait faire tout un panel juste là-dessus. Et c'est des vrais enjeux sans réponse rapide, mais on va essayer de faire ça vite. Oui. Donc, merci encore à tous les participants et à tous les panélistes. Et je voulais juste rappeler, comme j'ai dit à l'introduction, que nous avons fait ce panel aujourd'hui pour vraiment sortir un ou des vrais enjeux qu'on transforme en défis. On fait un appel aux startups de notre écosystème, aux entrepreneurs innovants de notre écosystème pour venir trouver des réponses. Donc, comme participant et panéliste, j'ai tous vos courriels. Je vais vous envoyer une suite une fois qu'on a d'autres nouvelles sur ces sujets très importants. Aussi, n'hésitez pas d'aller voir notre site web innostartup.ca c'est /, lundi avec un S Innovation pour rester à l'affût des autres panels qu'on va avoir. Et là, qui voudrait commencer? Et on va garder ça très bref. Je ne voudrais pas dépasser de trop longtemps. Dominique. Alors oui, je serai brève. Moi, je vois deux choses. Il y a la réduction des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. C'est sûr que c'est une façon qui peut aider à rejoindre les deux morceaux, je pense, là. Puis je pense qu'il y a le potentiel pour qu'on y arrive, en fait, en s'organisant pour pouvoir vendre le plus directement possible avec le moins d'intermédiaires. Puis l'autre chose, c'est de travailler aussi à la productivité des fermes urbaines. Plus tu en produis de kilos au pied carré ou au mètre carré, bien, plus tu es capable de baisser les prix aussi des produits que tu vends. Donc, moi, je vois ces deux pistes-là comme éléments de solution. Ouais. Merci. Marianne? Oh, est-ce que c'était Marianne qui voulait ou ça? Oui, après ça, je pense que c'est Claudia aussi qui a levé la main. Mais oui, allô Lorenzo, en tout cas, je suis contente de t'avoir entendu. Puis oui, moi, depuis tantôt, je pense au défi des villes intelligentes. Je suis contente qu'ils doivent savoir que ça s'en va encore une fois, ça existe toujours, puis ça s'en va dans la bonne direction. Donc, ça fait partie des belles opportunités qui s'en viennent, qu'il faut juste consolider
ensemble. Puis si on peut me permettre de rêver un peu plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, un de mes gros rêves que j'aimerais qu'il se réalise un jour, c'est carrément un meilleur salaire pour les fermiers et fermières en général. Ça n'a aucun bon sens que les personnes qui remplissent le garde-manger ici n'aient pas un salaire de base comme les fonctionnaires ont, par exemple. Donc, pour aller plus loin de la subvention, moi, selon moi, un vrai geste politique du gouvernement, ça devrait de contribuer au salaire des fermiers-fermières qui aident à nourrir tout le monde, dans le fond. Puis ça n'a juste pas de bon sens qu'une petite ferme bio-intensive, des fois, les salaires des fermiers sont de 5 de l'heure. Selon moi, je pense qu'on mérite mieux que ça. Puis ça l'aiderait à rendre les produits aussi plus accessibles, tout en respectant et en valorisant le métier de fermier, fermière, que ce soit rural, périurbain ou urbain. Claudia? Oui, merci Lorenzo et Marie-Michel pour la question de l'accessibilité. C'est vrai que c'est comme super important en ce moment, puis de toute façon, depuis longtemps, c'est la grande question aussi. Là, mais je voulais juste, qu'est-ce que je peux apporter là-dedans? C'est juste dire qu'on est avec, je vous ai dit que je ne travaille plus en agriculture urbaine, mais sur quoi je travaille, c'est justement la sécurité alimentaire. Donc, j'ai en train de mener un projet de recherche avec le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, en partenariat avec plusieurs organisations au Québec. Donc, on regarde vraiment la question de l'accessibilité. Puis, une des choses qu'on regarde spécifiquement, c'est les mécanismes de tarification sociale. Donc, la tarification sociale, c'est une façon de moduler les tarifs qu'on applique à un service ou un produit pour justement permettre à des personnes qui ont des revenus plus bas d'avoir accès aux mêmes produits. Puis de faire financer cette tarification sociale-là par différents modèles. Puis c'est ce qu'on essaie de voir comment ça peut fonctionner, comment ça peut être viable à long terme, en sachant qu'on veut quand même que ce soit un service qui permet la dignité des personnes. Donc, on ne veut pas non plus que les personnes qui viennent chercher ce service-là à moindre coût se sentent mal de le faire ou que ça les brime dans leur dignité. Donc, il y a ces questions-là autour de la tarification sociale. Puis, dans les 2 prochaines années, on va avoir plus de réponses puis plus de documentation sur ce sujet-là aussi, parce que c'est quelque chose on parle informellement, puis il y a plusieurs organisations qui pratiquent à Montréal et au Québec, mais il n'y a pas, en faisant la recherche, on s'est rendu compte qu'il y a peu de documentation là-dessus, sur comment ça fonctionne vraiment et tout ça. Donc, bientôt, on aura peut-être plus de réponses, mais voilà, une piste de solution. Merci. Autre dernier mot de 30 secondes? Excellent. Bien, merci énormément, encore une fois, à tous mes panélistes et à tous nos participants. C'était vraiment très riche comme premier panel. Et je vous invite encore une fois à rester à l'afflux de comment on peut avancer ce défi-là. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye!